Merci d'être avec nous. C'est peut-être le point de bascule de la guerre en Europe, de la guerre d'Ukraine, inédit depuis 3 ans. Un accord de cessez-le-feu sous réserve de la réponse russe. Nous sommes avec Bernard Kouchner, avec le général Michel Yakovlev. Je rappelle les termes de ce que les Américains ont obtenu à Jeddah avec les Ukrainiens. C'est beaucoup plus important que tout ce qui était prévu. Un cessez-le-feu de 30 jours, la reprise immédiate de l'aide militaire américaine et du renseignement militaire. Un accord sur les minerais dès que possible. Le secrétaire d'État Rubio dit l'Ukraine a fait un pas. Il s'en félicite. La balle est maintenant dans le camp de la Russie. Explication de texte, vous qui avez négocié si souvent, Bernard Kouchner, qu'est-ce qui se passe selon vous en coulisses? Est-ce que les Russes sont déjà en réalité à discuter avec les Américains? Je pense même que les Russes et les Américains sont d'accord sur le cessez-le-feu. Il y aura des épisodes sans doute un peu plus brutaux que l'acceptation tout de suite, mais oui, ils se sont entendus sur ce plan pour un cessez-le-feu et des négociations postérieures. Est-ce que les Américains avaient prévu l'épisode douloureux pour tout le monde, mais très difficile à supporter de l'attitude qu'ils ont eue avec le chef d'État adjoint, avec M. Vance, c'est-à-dire l'humiliation enfin l'humiliation, en tout cas une espèce de dureté avec l'homme qui s'était battu depuis 3 ans et qui méritait avec ces Ukrainiens, si j'ose dire, avec le peuple ukrainien. Nous suivons ici les développements en direct. Dans quelques instants, on verra s'il y a une réponse russe, ce qu'elle est très précisément, cette fois non plus en coulisses, mais public. Est-ce que le plan Trump est en train de fonctionner? Est-ce que c'est avec les Européens, contre les Européens, le branle-bas de combat en Europe pour la sécurité européenne menée par le président de la République? Écoutez d'abord tout de suite, on vient de le recevoir, la déclaration de Donald Trump qui évidemment se félicite de ce qui a été obtenu là à Jeddah en Arabie Saoudite. Nous venons d'accepter un cessez-le-feu en Ukraine il y a peu. Nous devons maintenant nous rendre en Russie et nous espérons que le président Poutine sera également d'accord et nous pourrons mettre les choses en route. Des gens sont tués dans les villes alors que des choses explosent. Nous voulons en finir avec cette guerre. Je pense qu'il y a une grande différence avec la dernière visite que vous avez vue dans le bureau ovale. Il s'agit là d'un cessez-le-feu total. L'Ukraine l'a accepté et nous espérons que la Russie l'acceptera. Si nous parvenons à convaincre la Russie de le faire, ça sera formidable. Si nous n'y parvenons pas, nous continuerons à avancer, des gens seront tués et beaucoup de gens. Voilà, les minutes, les heures qui suivent nous diront si ça marche, mais en tout cas pour l'instant Trump dit « j'ai réussi ». Oui, c'est une escroquerie intellectuelle totale. Moi, je ne vois pas du tout de plan de Trump. Je vois qu'il a, il a changé de position depuis la semaine dernière. Et donc là, il cherche à se poser en j'ai obtenu ce que je voulais, il a fallu que je force. Zelensky était prêt à négocier. Zelensky l'avait déjà dit avant, un cessez-le-feu, il était prêt. Donc Trump fait semblant d'avoir imposé à Zelensky d'accepter l'idée du cessez-le-feu. Zelensky était tout à fait d'accord avec le cessez-le-feu. Donc il se fait poser c'est moi qui ai forcé la main. Non, il n'a pas forcé la main, ils étaient pour. Maintenant, à voir ce que Poutine en fera. Le vrai test de Trump, c'est Poutine. Mais sur ce coup-là, il a inversé à 180 degrés sous la pression des réalités. Bienvenue sur la planète Terre, Monsieur le Président. La méthode de l'extrême brutalité affichée par Trump, revendiquée par Trump, lui, il dit, contrairement à vous, j'ai réussi à faire pression sur tout le monde. Mais c'est vrai aussi. Ça ne veut pas dire que ce que dit le général a été faux. Je veux dire que c'était beaucoup plus préparé et planifié avec Poutine, bien entendu. Et donc, ça arrivait à quoi, tout ça? Au cessez-le-feu. Donc, ça s'est fait dans des conditions difficiles à accepter, oui, bien sûr, qui a montré que qui était le patron de la planète? C'était Trump, c'est ce qu'il voulait. Et qui voulait pourquoi? Pour de mauvaises raisons, sûrement. C'est pas une défaite des Ukrainiens, c'est une imposition, c'est une espèce de dureté faite au sacrifice de tous les Ukrainiens qui sont morts, bien entendu, mais bon, de ce combat. Et c'est vrai que ça, c'était pas préparé par nous, parce que nous, on pensait pas que ce cynisme allait jusque-là. C'est pas un cessez-le-feu, hein. On attend Poutine maintenant. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Oui, mais il y a une proposition de cessez-le-feu. Ah non, mais c'est toujours comme ça. Il faut qu'on discute. Alors ils vont commencer à discuter. Est-ce que vous imaginez que Poutine refuse? Non.
Il va aménager, avec quelques épisodes un peu difficiles, sa réponse. Mais il va dire oui, je crois. Alors, j'aimerais le croire. Voilà. Je ne suis pas sûr, parce que cette guerre est devenue consubstantielle au régime. Il a besoin de cette guerre pour justifier tout ce qu'il fait par ailleurs. Et donc, si la guerre s'arrête, ça va être dur à gérer pour lui, en réalité. Le retour de centaines de milliers de soldats à la maison, avec ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont fait vivre aux autres, je ne sais pas. La raison voudrait que Poutine accepte. Je ne sais pas si sa perception du pouvoir l'accepte. Général Yakovlev, on ne peut pas non plus dire une chose et son contraire. On dit souvent, on offre un cessez-le-feu, ce sera le temps pour Poutine de se réarmer, de se préparer à la guerre suivante. Et maintenant, vous nous dites, en fait, ce sera à son désavantage. C'est à son avantage ou à son désavantage? À court terme, il est devant l'abîme, en fait. La guerre s'arrête, je fais quoi? Je justifie comment 3 ans de guerre, cette opération spéciale. J'ai des centaines de milliers de gens qui vont rentrer à la maison. Ça va être compliqué à gérer parce que ces gars-là, ils ont vu plus que la propagande. Et le pays va dire tout ça pour ça, même s'il a eu des gains territoriaux. Il n'aura pas dénazifié l'Ukraine. Ça va être dur à présenter de son côté. Donc c'est pour ça, j'ose croire qu'il accepte. Il n'y a pas d'opinion publique pour se montrer dur. Il n'y a pas d'opinion publique. Ils étaient jusqu'au bout, les Russes, enfin pas tous bien entendu, mais en gros l'opinion publique russe était acquise. Monsieur Poutine, là il amène quoi? Des territoires conquis. On va négocier sans doute l'accès à la mer, etc., comme dans toutes les négociations. Mais le départ est quand même en faveur du tandem Trump-Poutine, Poutine-Trump. Et ça, on ne s'y attendait pas complètement. Est-ce que c'est la démonstration de la puissance? Il y a beaucoup de concessions qui sont faites. Bien sûr, et pognon, si je peux me permettre. 80% étaient payés, ou peut-être 75%, j'en sais rien, mais enfin, l'immense majorité de l'argent et du matériel était fourni par les Américains. C'est pas étonnant qu'ils aient ce pouvoir. Précisez là-dessus, parce qu'il y avait une grande part américaine, mais une grande part européenne aussi. Il y avait une part et encore. Oui, et je pense que Trump croyait, il y a le 28 février, qu'en menaçant d'arrêter, Zelensky se mettrait à genoux en pleurant et en implorant. Et avec les frappes d'hier soir, les Ukrainiens ont montré qu'ils sont capables de frapper sans les Américains. Et le pays ne s'est pas effondré, l'armée ne s'est pas effondrée. En d'autres termes, Trump se rend compte que lui qui dit « j'ai toutes les cartes en main », il y a des cartes qu'il n'a pas. C'est la capacité de résistance de l'Ukraine. Non mais attendez, moi j'étais pour que le peuple ukrainien gagne depuis le début et sans concession, mais c'est comme ça. Nous n'avons pas, nous, les Français, les Européens, les Américains, donné suffisamment d'armes pour menacer suffisamment, répétition, la Russie. Et là, il a montré hier soir qu'il pouvait toucher Moscou. C'est tout à fait normal qu'il ait fait ça avant la négociation. Bernard Kouchner, je suis frappé en vous entendant l'un et l'autre, les réserves plutôt chez le général Yakovlev et chez vous, la satisfaction. En gros, on a le sentiment que vous êtes content de ce qui se passe. Que vous êtes satisfait, que vous considérez que c'est un progrès, que c'est une avancée. Mais moi aussi, je pense que c'est un progrès. Malgré tout, j'espère que c'est pour une fois, on commence à négocier sérieux. Oui, mais c'est pas pour les Russes que c'est un progrès, c'est pour les pauvres, enfin pour le peuple ukrainien. Les Ukrainiens, ils en avaient marre, je vous l'ai dit il y a un an. Ça se sentait quand même, et dans les guerres, à un moment donné, il y a un trop-plein. Aux premières lignes, c'était les mêmes personnages, les mêmes hommes un par un, et les femmes d'ailleurs, qui étaient là depuis 18 mois. Enfin, quand même, c'est beaucoup. Et la relève n'était pas évidente. Au contraire, elle était très difficile, apparemment. Donc, tout ça sont des conditions dont il fallait tenir compte. À un moment donné, ça devait s'arrêter. Est-ce qu'il y a un piège? C'est-à-dire, est-ce que pour les Ukrainiens, ça risque d'être signé ici, et puis dans 6 mois, 1 an, les Russes attaquent à nouveau? Il y aura quelques épisodes difficiles, mais en gros, je crois enfin, ça c'est pas à moi de le dire, mais je crois qu'ils accepteront. Le couteau sur la gorge, je veux dire, s'il n'y a plus de couteau, qui donnait le couteau? C'était nous, un petit peu, et beaucoup, les Américains. Alors, moi, ce que je crains, c'est le piège de l'accord incomplet, imparfait. Ah, ça, c'est possible. Je vais dire par là. Il y a un cessez-le-feu, donc les gens ont arrêté de s'entretuer. Oui. Bon, alors, le trait, il est là où il est, on peut toujours en débattre. Oui, mais les prisonniers, les enfants, les 70 000 enfants volés par les Russes. Ah, ça, c'est vrai. Et là,
Trump, il sera dans le mode, ouais, c'est des détails, ça, c'est des détails. Oui, donc ça, je crains que pour Trump, ça soit un détail. Pour l'Ukraine, c'est pas un détail. 70 000 enfants volés, c'est pas un détail. C'est absolument sûr. Et il y aura une enquête beaucoup plus fouillée maintenant, s'il y a un cessez-le-feu. Que sont-ils devenus? Est-ce qu'on peut les faire revenir, etc. Il y aura tout ça, bien entendu, ça c'est vrai. Les enfants, c'est ignoble. Le président Duda, président polonais, grand soutien de l'Ukraine, mais aussi très conservateur, très pro-Trump, il est les deux à la fois, était sur notre antenne dimanche. Et il disait, vous verrez, Trump sera une chance pour l'Ukraine et pour l'Europe, parce que, disait-il, lui peut faire pression sur tout le monde. Est-ce qu'on vit ce moment-là ? Ou est-ce que vous êtes plus sceptique ? Pourquoi il n'a pas commencé, Trump, tout de suite, par faire pression sur Poutine ? Parce que là, pour moi, on est au début, on est à la case zéro. Parce que c'est brutal. Oui, mais il n'était pas obligé d'être brutal vis-à-vis de l'Ukraine. Il pouvait commencer aux affaires en disant « Poutine, la balle est dans ton camp, tu arrêtes le sketch ». Et moi, je m'assure que l'Ukraine, si jamais tu fais une ouverture, pourquoi il a commencé dans l'autre sens ? Parce qu'il ne pense pas que l'Ukraine était un atout pour lui. Il ne pense pas que les Ukrainiens devaient gagner. Il est comme il est, c'est-à-dire un brutal, et il veut les terres rares. Je vous l'avais dit la dernière fois, que les terres rares, c'était un argument. Et que s'il signait sur les terres rares, je n'avais pas prévu que le cessez-le-feu allait s'annoncer. Mais c'est quand même ça. Il veut les terres rares et ça compte beaucoup pour lui. Il a dit, lui, Trump, qu'il ferait la paix en 24 heures. Il a mis trop de temps. Bientôt, il va s'excuser. Bernard Kouchner et Michel Yakovlev, je commence à vous connaître. Moi, je suis frappé de voir, je vous connais, et à quel point il y a chez vous une racine profonde dans vos deux positions. On comprend que vous êtes différents. Bernard Kouchner qui a toujours dit, moi, je suis pro-américain malgré tout. Non, je suis pro-américain. J'ai dit... nous faisons les malins et après on appelle les Américains. Voilà. Est-ce qu'on est dans un moment précisément où, selon vous, on essaye quand même d'être indépendant? On va en reparler dans un instant. L'Europe essaie d'organiser sa défense, mais ce sont encore les Américains qui donnent le ton, qui jouent la musique. Est-ce que c'est encore le cas? Mais à contrario, là, parce que moi je suis pour, et je suis très heureux, j'en parlais avec le général, que les chefs d'état-major se soient réunis en France et qu'enfin il y ait un début de crise et une grande crise pour les Ukrainiens, soient d'accord pour que la défense s'organise. Ça c'est formidable, il était temps. Regardez, quelle est la marge de manœuvre des Ukrainiens? Vous le disiez, les Ukrainiens, quand même, ils se sont battus très courageusement pendant 3 ans et ils continuent. Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre encore? En tout cas, ils le montrent, puisqu'il y a ce bombardement en drone qui a poussé jusqu'à Moscou. Bombardement, c'est même un des plus importants depuis le début de la guerre. On va voir les images qui en témoignent. Est-ce que c'est une manière de dire pour les Ukrainiens qu'en réalité, évidemment, ils vont négocier, mais qu'ils gardent une main avec la main du combattant, qu'il garde une marge de liberté? La marge, la carte que Trump n'avait pas comprise, c'est que les Ukrainiens sont capables de lui dire non. Oui. Ils l'ont fait et ils ont obtenu gain de cause. Et ça, ils ne le croyaient pas. Ils croyaient que l'Ukraine, c'est switch on, switch off. C'est moi qui commande, c'est moi qui ai toutes les cartes. Donc voilà. Et en fait, les Ukrainiens... ils sont prêts à continuer la guerre. Ils ne veulent pas continuer la guerre. Ils veulent pas continuer. Ils veulent même l'arrêter. Mais quand on entend sur les plateaux parfois des gens qui disent il faut arrêter la guerre parce qu'il n'y a pas pire que la guerre. Ah si, il y a pire que la guerre. Il y a la dénazification. Il y a le projet politique de Poutine. Ça, on peut en parler. C'est bien pire que la guerre. Donc les Ukrainiens, ils ne veulent pas de ça. Ils se battront que ça plaise à Trump ou pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils se battront pour recouvrer la Crimée et le Donbass, ou qu'ils considéreront que pour l'instant, c'est sous occupation russe? Je ne sais pas avec quels moyens ils se battront pour essayer de libérer les provinces perdues. Bien oui, bien sûr, ils voudraient, et peut-être y aura-t-il des incidents qui se prolongeront, et peut-être que les lendemains du cessez-le-feu seront difficiles. Mais le cessez-le-feu, selon ma longue expérience d'un certain nombre de guerres, ils en avaient marre d'être au premier rang, ils en avaient marre de mourir, si j'ose dire. Voilà, ils en avaient marre de mourir. Mais je pense que les Ukrainiens, ceux que je connais, ils ont passé le Donbass et la Crimée par profits et pertes. C'est pas pour ça qu'ils se battent. Et ils comptent sur un changement de régime plus tard un jour. La question sera rouverte un jour. Vous voyez, c'est comme l'Alsace-Lorraine. Ça, c'est vrai. La question sera rouverte un jour. Mais en attendant, c'est clair que non, c'est pas choquant pour eux de dire, d'autant plus dans l'état dans lequel est le Donbass, soit en passant. J'ai fréquenté beaucoup l'Ukraine avant, et le Donbass et le Donetsk. Il y avait la guerre, n'oublions pas qu'elle a commencé en 2014.
Et ça n'avait pas, non seulement pas le même retentissement mondial, mais même en Ukraine. Pour trouver des volontaires, il fallait les payer, en fait. Et il n'y avait pas d'appétit pour gagner cette guerre. Maintenant, c'est différent. Pendant que nous parlons, les choses évoluent. À l'instant, le président Trump invite Volodymyr Zelensky à revenir à Washington. Vous faisiez allusion à l'épisode précédent qui était douloureux. Là, il dit non, revenez maintenant. Et il rétablit l'aide. Et il rétablit l'aide. Ah non, mais je pense que... C'est pas que je suis un Trumpiste, pas du tout. Au contraire, mais ce plan, à mon avis, était préparé complètement dans ses moindres détails. La méthode brutale, c'est-à-dire, vous dites en réalité, la méthode Trump marche. Oui. Bah bien sûr, c'est lui qui a tout l'argent et puis la puissance. Alors ça marche pas mal. Général. Moi, j'aimerais croire que là, on voit la méthode Trump, c'est tout prévu d'avance, etc. Oui. J'aimerais le croire parce que je serais impressionné par le... Mais j'y crois pas. Je crois que c'est un gamin capricieux qui est allé d'un caprice à l'autre et il s'est rendu compte que ce caprice-là était allé trop loin, y compris dans son propre pays. Le caprice d'il y a une semaine est de couper l'aide, etc. Et là, c'est Trump qui fait marche arrière. Il habille ça comme il peut pour sauver la face et il invite Zelensky, qu'avant il avait dit Zelensky il viendra quand ça sera pour me cirer les chaussures. Hein. Donc si j'étais Zelensky, je dirais moi je viens, mais s'il y a un accord de paix sur la table. Hein. La grande différence, on va parler de ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire les Européens pendant ce temps s'organisent pour leur défense. Entre Poutine et Trump, il y a l'Atlantique. Entre Poutine et nous, c'est beaucoup plus proche. Non, mais moi, je suis tout à fait pour, et non seulement cette réunion des chefs d'état-major, mais que la défense européenne s'organise même de façon balbutiée, comme c'est le cas. Enfin, là, la position de la France, je ne prétends pas représenter la position de la France, mais quand même, la défense européenne, nous y étions depuis 25 ans. On tentait de... Et ça, je continue, et vos arguments... C'est-à-dire vis-à-vis des Ukrainiens qui se sont battus si fort et si courageusement, oui, c'est juste. On leur a fait une sérieuse surprise, mais je pense que profondément, le peuple ukrainien en avait marre de ces destructions invraisemblables. Toutes les villes sont détruites, presque. Est-ce que vous êtes inquiet de la puissance que Trump et Poutine, vous parliez tout à l'heure de ce tandem, est en train de gagner ensemble? On vient de le voir, selon vous, un aspect très positif dans un certain nombre d'avancées qu'on vient de voir ici chez Trump, mais l'autre aspect, c'est-à-dire l'Europe lâchée. On va voir des images, oui. des images de recrutement russe. Évidemment, c'est marginal, mais qui montre à quel point Trump devient populaire chez les Russes et les pro-russes. Ils disent, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, vive Trump, il est notre ami, c'est le moment pour les Russes de se battre à ses côtés. Est-ce qu'on est au point en réalité où il y a une forme d'alliance entre eux, plus que simplement de convergence d'intérêts, une forme d'alliance entre Trump et les Russes? C'était clairement le cas jusqu'à le changement de cap il y a 2 heures. Il y avait une alliance objective de Trump et de Poutine. Dans tous les actes de Trump, ils allaient tous dans le sens de Poutine. Est-ce qu'elle peut continuer ce soir, même avec cet accord? Justement, oui. Là, on va voir. Là, pour la première fois, Trump met la pression sur Poutine dans le bon sens. Alors, on va voir. Moi, je répète, pour le général, que tout ça était arrangé. On ne peut pas penser qu'ils se soient entretenus, et d'ailleurs ils se sont téléphonés beaucoup plus qu'on le sait, et on ne pouvait pas mettre au point ces manigances, mettre au point cette façon d'encercler Zelensky, et ne pas parler du but. En effet, il va accepter, je ne sais pas comment et à quelle date, mais en gros, il va accepter le cessez-le-feu, voyons. Et après, commencera une négociation très difficile pour les Ukrainiens. Trump sera-t-il du côté des Ukrainiens pour ça? J'en doute, mais j'espère. Ouais, je pense que la petite guérilla que va nous faire Poutine, c'est qu'il va accepter le cessez-le-feu, mais à telle et telle condition. Oui. Et en attendant, il n'y a pas de cessez-le-feu. Et on se rendra compte, au bout de 3 semaines, que ça continue et qu'on n'est pas dans le cessez-le-feu. Il n'est pas dans l'esprit cessez-le-feu et il cherchera à démontrer que c'est la faute aux Ukrainiens. Il l'a fait pour Minsk 1 et 2. Il ne faut pas l'oublier. C'est possible. Il y a une habitude. Pas d'avoir raison, mais je ne souhaite pas que vous ayez raison, mais c'est possible, bien sûr. Je souhaite avoir tort. Est-ce que l'Europe est maintenant menacée? Regardez les images. Le président de la République tout à l'heure qui accueillait les chefs d'état-major, je crois une trentaine de chefs d'état-major de pays alliés, ceux désignés comme les pays responsables. C'est l'adjectif qu'emploie Emmanuel Macron sur le thème
tous ces pays sont conscients qu'il faut se réarmer rapidement. À quelque chose, malheur est bon, ça s'appelle. Oui, et on fera enfin un peu de défense européenne. Enfin, j'espère beaucoup. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il y a des chefs d'état-major de pays comme l'Australie, la Corée du Sud. Nous, c'est du Sud, Trump, c'est du Nord. Mais bon, donc nous, on a eu le Coréen du Sud. Et qui sont venus, c'est aussi l'Iran, bien plus que l'Iran. C'est le leadership européen qui peut-être commence. C'est précieux de vous avoir tous les deux. Vous avez une expérience tous les deux de l'affrontement avec ce qu'était l'Union soviétique, puis la Russie. Regardez la carte, ce qu'était le rideau de fer en 89, ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire il faut vraiment se pencher sur la géographie là, parce qu'elle nous sert à comprendre ce qu'est ou n'est pas la menace russe. Quand on voit cette carte, je ne sais pas si vous la voyez avec moi, où on voit très bien ce qui était en quelque sorte le rideau de fer jusqu'à la chute du mur de Berlin. Alors c'était beaucoup plus proche, mais d'abord on écoute Donald Trump en direct les jours. Je ne comprends pas. Celle-là, j'en veux pas. C'est pas grave, mais une voiture sans volant, parlez-en un peu. Oui. Nous avons lancé une production au Texas pour l'an prochain. Et c'est donc une voiture qui s'auto-conduit. Nous avons une telle confiance dans cette voiture qu'il n'y a pas de volant. Ça ne sert à rien. Et moi, je n'y tiens pas à la conduire, cette voiture. Bon, ce sont mes enfants qui dirigent la société maintenant. Il y a longtemps que je n'ai pas acheté de voiture. La seule chose que je connais, c'est The Beast, la bête. La voiture du président. En fait, j'ai acheté celle-ci. Et vous vous souvenez de votre première voiture ? Est-ce que vous prendriez une décision différente concernant les droits de douane pour le Canada? Non, j'ai déjà dit. Nous donnons 200 milliards de dollars par an au Canada. C'est un pays que nous subventionnons. Nous n'avons pas besoin de faire des voitures au Canada. Tout ce qu'il faut faire, c'est débloquer la situation, débloquer les restrictions, et je vais le faire grâce à un décret. Nous n'avons pas besoin d'énergie, nous avons plus d'énergie que quiconque au monde. Donc, nous dépensons 200 milliards de dollars par an pour subventionner le Canada. Nous n'avons pas besoin de le faire. Et je pense que, franchement, le Canada devrait devenir le 51e État. Il n'y aurait plus de problème au nord, il n'y aurait plus de problème de frontières, il n'y aurait plus de problème de droits de douane. Et ce sont eux qui dépensent le moins en termes militaires. Ce sont nous qui dépensons le plus en termes militaires. J'avais fait des choses assez exceptionnelles du point de vue militaire lors de mon premier mandat. Il faut recommencer un peu les choses. Mais je pense que le Canada pourrait être notre 51e État chéri. Plus de problèmes de frontières, plus de problèmes. Et le Canada a des impôts très élevés, ce qui n'est pas le cas chez nous. Grâce à moi, les impôts vont être très très faibles aux États-Unis. Alors les Canadiens paieraient beaucoup moins d'impôts. Ce serait franchement une bonne idée. Si vous regardez cette ligne artificielle, on a l'impression qu'on a tiré un trait de règle. Il y a quelqu'un, il y a des années, qui a tiré un trait de règle. Mais si vous regardez un petit peu cette magnifique formation, Canada et États-Unis, il n'y a pas d'autre endroit au monde qui ressemble à cela. Et si vous y ajoutez le Groenland, alors c'est encore mieux. D'accord? Il faut que je prenne une décision. Vous voulez savoir quelle sera ma décision? Quelle est la meilleure de ces voitures, à votre avis? C'est laquelle? Ah oui, elle me plaît, elle est bien. Elle va très vite, elle monte très très vite en vitesse. Je ne sais pas si on pourrait... Moi, je suis toujours avec lui. Moi, je n'ai pas le droit de la conduire de toute façon. Voilà, tour et détour des expressions de Donald Trump. On reviendra, Donald Trump va reparler de l'Ukraine et de la Russie et de l'affrontement avec la Russie, mais là on voit qu'il faisait allusion notamment au fait qu'il va acheter sans doute une voiture, en tout cas une Tesla, en signe de soutien à son ami Elon Musk. Ça vous fait sourire. Oui, il commence à en vendre beaucoup moins. Hein.
Voilà, c'est pour l'instant le revers de la médaille. On va reparler de cet aspect-là, mais restons sur le cœur de ce dont on parlait ici, c'est-à-dire l'affrontement avec la Russie. Avec cette avancée de Trump, repartons de là. Trump, pour l'instant, a réussi, sous réserve de ce que diront maintenant les Russes. L'inconnu des prochaines minutes ou des prochaines heures, ce sera la réponse des Russes. Pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que c'est une avancée de Trump, c'est une reculade de Trump. Le principe de réalité l'a frappé cette semaine. Il a été obligé d'inverser sa décision. Zelensky était prêt à négocier. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'on lui dise sur quoi on allait négocier. Donc là, Trump, il présente ça à son avantage. Oui, la vérité des prix. Le général n'est pas assez pervers. Évidemment, c'était arrangé, regardez-les tous les deux, avec Musk se dandinant. Enfin, bien sûr que c'était fait d'avance. Alors, pas dans les détails, il y aura des fracas, il y aura des difficultés, des accrochages, mais en gros, il va accepter Poutine, c'est évident. Quel est notre sort à nous, sur le continent européen? Reprenons la carte qu'on avait tout à l'heure, la ligne, alors c'est pas une ligne de front, mais enfin c'est le découpage de l'Europe. Avec la permission de notre mentor et la vôtre, mon général, je voudrais quand même dire un mot. Ce qui se passe en Syrie et le massacre qui a été fait que ceux qui doutaient du pouvoir suffisant de l'actuel président continuaient de se méfier. Continuons de nous méfier. Les massacres en Syrie sont épouvantables. Je voulais dire ça pour pas simplement répondre aux questions pertinentes de ce monsieur. Et on reparlera effectivement de la Syrie, et vous avez raison, méfiance toujours, dans tous les cas et sur tous les camps. Mais quand on regarde la carte de l'Europe aujourd'hui, méfiance à l'égard de la Russie, jusqu'où doit-elle aller? Jusqu'où est le danger? Vous avez été le Français le plus haut placé dans la chaîne de commandement de l'OTAN, opérationnel, général Yakovlev. C'était votre métier de base, pour ainsi dire. Regardez cette carte. À l'époque, vous étiez sur le trait rouge. C'était le fameux le rideau de fer, tel que Churchill l'avait déjà décrit au sortir de la guerre. Aujourd'hui, tout ça s'est déplacé vers l'Est. Mais enfin, est-ce que le danger renaît? Quand vous voyez cette ligne, est-ce que c'est l'annonce d'une guerre? Ce qu'il y a de terrible, c'est que si ça devient à nouveau un rideau de fer, c'est pas nous qui l'avons voulu. Ça correspond à la vision poutinienne du monde. Nous, ces frontières sont aussi amicales. On ne parle pas de rideau de fer entre la Belgique et la France. Nous sommes dans des relations amicales. Tous ces pays qui maintenant mettent des fortifications le long de leurs frontières avaient l'intention, et honnêtement l'intention, d'entretenir des relations amicales avec la Russie, sans se poser de questions sur le régime à Moscou, vous voyez. Et donc, ça devient un rideau. Les Russes prétendent que c'est à cause de nous, et nous disons c'est à cause de vous. Voilà. Quels sont les scénarios d'attaque? Il y avait tout à l'heure à Paris la réunion, sous la houlette du président de la République, de ces 30 chefs d'état-major alliés. On peut utiliser ce mot-là. Une partie de la réunion est évidemment à huis clos. D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont en tête quand ils regardent cette carte? Où est-ce que les Russes pourraient tenter des coups contre l'Occident? La première des choses, le premier succès, c'est qu'ils se soient réunis. Que ces gens avec qui il était impossible de parler à ce niveau-là, ensemble, à propos quand même de la défense de l'Europe, c'était pas caché du tout. Ça, c'est un premier succès. Maintenant, ce qu'ils se sont dit, je pense qu'ils ont marqué pour un certain nombre d'entre eux leur assentiment avec cette méthode, et ils vont se revoir bien vite, ayant chez eux proposé à leur président, leur Premier ministre, je ne sais pas, ça dépend. Mais moi, je suis d'accord pour dire ce que le général pressent, c'est-à-dire que Poutine marque des limites, et ce ne sont pas des limites acceptées, ce ne sont pas des limites. Nous, aujourd'hui, nous avons marqué un point formidable avec les chefs d'état-major. Pas seulement politiquement, mais là, il y a eu une solidité qui va naître. Enfin, tout. Alors, ce qui est frappant, c'est que des réunions des chefs d'état-major, j'y ai assisté quand j'étais à l'OTAN. Moi, je représentais Sacker. Donc, Sacker était le commandant suprême américain. Et donc, moi, du coup, j'étais assis derrière quand lui était à la table. Et puis, quand il était parti, je prenais sa place. Avec les chefs d'état-major des pays de l'OTAN. Et quand on était en format Afghanistan, avec les chefs d'état-major des pays qui participaient à l'Afghanistan, donc l'Australien, par exemple, et il y avait, bon bref, tous ces formats. Donc ces réunions avaient lieu à l'OTAN, entre chefs d'état-major, présidés par le secrétaire général, il venait dire quelques mots, et après c'était le président du comité militaire. Là, il y a deux premières. La première, c'est que c'est une réunion de chefs d'état-major en présence d'un chef politique.
en l'occurrence le président français. Et la deuxième, c'est que c'est une réunion comme on fait à l'OTAN et qui n'est pas à l'OTAN. Et l'Américain, à ma connaissance, n'est pas là. Donc, c'est à la fois grâce à l'OTAN, parce que l'OTAN a créé cette habitude. Et c'est une disparition de l'OTAN. Et moi, j'aurais préféré que ça soit à l'OTAN. Voilà. Pas moi. Mais par défaut américain, et ben voilà. Et du coup, il y a une forme de remplacement. Oui. Et puis, il y a une disparition, en gros, dans toute cette crise, enfin, la fin de cette crise, n'oublions pas que c'est depuis 3 ans, quand même. Il y a pas une disparition complète de l'OTAN, mais ça n'a pas compté. Oui. Mais ce que ça prouve, c'est que Trump, avec sa façon d'agir, en fait, il est en train de créer un regroupement sans l'Amérique. C'est étonnant. Oui. Voilà, moi, je suis très content que ça se passe. Hein. Je suis pour. Quelle est la suite de l'histoire? Je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, les événements qui courent, ils ne marchent pas, ils courent sous nos yeux. C'est-à-dire cet accord de cessez-le-feu qui doit encore être accepté par les Russes, mais obtenu entre les Américains et les Ukrainiens à Jeddah. 30 jours de cessez-le-feu, reprise immédiate de l'aide américaine, du renseignement américain, l'accord sur les minerais dès que possible. Rubio, secrétaire d'État américain, qui dit « l'Ukraine a fait un pas, la balle est maintenant dans le camp de la Russie ». Ça, c'est pour maintenant. Dans quelques heures, quelques jours, réponse de la Russie. Après, est-ce que Poutine va utiliser ce temps pour réarmer contre nous? Ça ne m'étonnerait pas, mais enfin, de toute façon, est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu et qu'est-ce qu'il interviendra dans les discussions? Est-ce que oui ou non, on s'avancera, non pas vers une paix, mais un cessez-le-feu prolongé et des décisions qui permettront, pendant ce temps-là, et grâce à cette pression américaine, si on veut, mais en tout cas, les chefs d'état-major prépareront chacun la suite, petite suite, lentement, petit à petit, bon. Et à la seconde, la réponse russe, alors pour l'instant c'est de la pure langue de bois, je vous le dis, mais enfin quand même c'est une première réponse. La diplomatie russe n'exclut pas des contacts russo-américains dans les prochains jours. Donc ils entrent évidemment en discussion. C'est le minimum, mais enfin ils entrent en discussion. Eh bien, on aurait continué à parler, mais il y a quelque chose de ce qu'il faut saluer, c'est la position anglaise. Nous ne savions pas, avant les dernières élections, on ne savait pas s'ils se prononceraient de façon aussi déterminée pour, et ils ne l'ont jamais fait, une défense européenne. Enfin, le début, mettre la main dans l'engrenage d'une défense européenne. Est-ce qu'on est à un moment, au fond, où l'Ukraine, elle aussi, souffle? On a entendu le point de vue français, européen, etc., mais ce qui se passe du point de vue de l'Ukraine est intéressant. Le président Zelensky est invité à revenir à Washington, après la scène très brutale du bureau ovale. Le président Zelensky qui disait « on ne négocie pas avec la Russie tant que Poutine est là », il faisait même la comparaison avec Hitler à une certaine époque, là, il va négocier. C'est quand même le signe qu'ils veulent ce cessez-le-feu, ils le veulent. Ils le disent depuis longtemps. Donc Trump pose comme une victoire qu'il a obtenue, que les Ukrainiens... non, c'était couru d'avance. Les Ukrainiens n'étaient pas contre. Mais alors, il y a sûrement un soulagement. Enfin, il y a un espoir chez les Ukrainiens ce soir, mais ils en savent assez sur l'histoire. Ils attendent de voir. Hein. Vous voyez, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Hein. Oui. Il n'y est pas encore. Hein. Les Européens peuvent-ils être plus audacieux? On va parler de ce que vont faire les Européens maintenant, des troupes au sol de maintien de la paix. Il va falloir garantir ce cessez-le-feu maintenant. Hein. Tout ça c'est là où on entre. Pourquoi parlait-on depuis si longtemps d'un rôle joué par la France et par l'Angleterre et par la France s'il y avait un cessez-le-feu? Tout ça s'inscrit dans la même démarche. Alors, qui va garantir le cessez-le-feu? Quelles seront les troupes qui seront là? Les Anglais et les Français, dans un premier temps. Si d'autres pays veulent se joindre, je pense qu'il y aura une ouverture. Pas forcément les 30 qui étaient là à Paris, parce que tout ça n'est pas préparé. Ça veut dire que vous êtes pour des troupes de maintien de la paix français sur place? Je pense que je l'ai dit en votre présence très souvent. Bien sûr que je suis. Vous avez été assez insulté pour ça. Là, maintenant, c'est très clair, parce que les Français doutent un peu. C'est en cas de cessez-le-feu et pas pour se battre. Bon, c'est-à-dire pour maintenir un espoir de maintien de l'ordre, si je peux me permettre. Oui, bien sûr que je suis pour. Général. Oui, il nous faut une force de garantie. C'est pas une force de maintien de la paix, c'est pas casque bleu. C'est une force combattante capable de s'opposer aux Russes s'ils relancent la guerre. Donc c'est une force sérieuse, oui. Comme les Américains ont en Corée depuis 1953. Oui, ça c'est pas un bon exemple parce que ça a marché. Oui, mais ça fait 60 ans. Hein. Oui, oui, je pense qu'on est parti pour 70 ans. Oui.
Vous pensez 70 ans, c'est-à-dire ça va être un conflit gelé, une ligne gelée? C'est sûrement l'intention de Poutine. Au minimum, c'est en faire une ligne gelée. Mais pour une fois, ça sera une ligne réellement gelée. Parce que jusqu'à présent, il y a eu des conflits gelés que lui dégelait quand il voulait. On l'a vu, 2014-2022, la Géorgie et tout. Là, ça sera au congélateur, mais c'est pas lui qui aura la main sur la poignée. Regardez là. Il a quand même fait une sérieuse prise de guerre. Hein. Oui. C'est ce qu'il voulait. Bernard Kouchner, vous qui avez été ministre des Affaires étrangères, traduisez-nous en français normal les 3 lignes de langue de bois qu'on voit s'afficher ici quand la réponse pour l'instant de la Russie est, je ne sais pas si on peut l'afficher, On voit là. Moscou n'exclut pas des contacts russo-américains dans les prochains jours. N'exclut pas Des contacts russo-américains dans les prochains jours. un argument supplémentaire pour dire qu'ils sont d'accord. C'est tout. Mais enfin, chacun de son côté avait dit « Moi, je suis d'accord pour les négociations », aussi bien Zelensky que Poutine. Maintenant, ils ne peuvent plus dire autrement. Ça prendra du temps, bien sûr. Poutine a dit, Lavrov a dit pour Poutine, nous sommes tout à fait prêts aux négociations et les conditions sont celles que nous avons mises sur la table en février 2022. Donc c'est la dénazification de l'Ukraine et la patati et patata. Oui, mais il n'a pas dit que ça. Il a été très méchant avec la France. Oui, ça, c'est pas ça. Hein. Est-ce qu'on offre un festin à Poutine? Rappelez-vous, il a pris une petite partie de la Géorgie, 2008. Oui. On lui a laissé. On lui a laissé parce qu'on n'a pas réagi. Hein. Il a pris la Crimée, 2014, ça fait 11 ans. Oui. Il lui a laissé. Maintenant, il aura pris, si ça en reste là, occupé, continuera d'occuper la Crimée et en plus le Donbass. Oui. Il va essayer. On le savait depuis la Géorgie. Certains l'avaient prédit, monsieur. Je pense que le cessez-le-feu va sanctuariser cette prise de terrain, mais par rapport aux objectifs initiaux de Poutine, c'est beaucoup moins. Il va avoir du mal à expliquer à sa Général population. Yakovlev, pardon, c'est la langue de bois. Sanctuariser cette prise de terrain, c'est de l'occupation illégale d'après le droit international. Mais je suis d'accord. Donc il n'y a rien de sanctuarisé. C'est le principe de réalité. Je ne comprends pas pourquoi le général Yakovlev pense qu'il y a une opinion publique et il faudra lui rendre des comptes. Ce n'est pas du tout l'habitude. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas d'opinion publique en Russie, sauf que le peuple de Russie, de temps en temps, il y a des révolutions en Russie. Ils seront contents que les soldats rentrent. Que se passe-t-il ce soir? Écoutez d'abord de la propre bouche de Donald Trump la satisfaction de cet accord, en tout cas, je le répète, sous réserve de l'acceptation de la Russie, obtenu avec les Ukrainiens. Écoutez-le. Ceasefire, Ukraine. Nous venons d'accepter un cessez-le-feu en Ukraine il y a peu. Nous devons maintenant nous rendre en Russie et nous espérons que le président Poutine sera également d'accord et nous pourrons mettre les choses en route. Des gens sont tués dans les villes alors que des choses explosent. Nous voulons en finir avec cette guerre. Je pense qu'il y a une grande différence avec la dernière visite que vous avez vue dans le bureau ovale. Il s'agit là d'un cessez-le-feu total. L'Ukraine l'a accepté et nous espérons que la Russie l'acceptera. Si nous parvenons à convaincre la Russie de le faire, ça sera formidable. Si nous n'y parvenons pas, nous continuerons à avancer, des gens seront tués et beaucoup de gens. Voilà l'événement qui se déroule et nous suivons, il est en cours encore et on va voir les réactions russes dans quelques instants, les premières réactions, mais d'abord rendons-nous là où les choses se sont passées. Vous y étiez, vous y êtes, Thomas Misraki. Qu'est-ce que vous avez pu observer de cette réunion et de ses résultats ? D'abord, qu'elle a été relativement discrète. Tout s'est déroulé dans des salles à l'écart des journalistes, y compris de ceux qui suivaient Marco Rubio. Cette réunion, elle a duré près de 9 heures et c'est au final un petit pas vers la paix qui a été fait ce mardi à Jeddah, en Arabie Saoudite, puisque Américains et Ukrainiens ont réussi à s'entendre sur trois points centraux. D'abord, évidemment, ce cessez-le-feu de 30 jours, un cessez-le-feu temporaire, renouvelable, sous réserve évidemment de l'accord russe. Les Américains ont accepté aussi de rétablir le renseignement et l'aide militaire à l'Ukraine et les présidents Zelensky et Trump sont d'accord sur les termes d'un possible accord global sur les terres rares. Alors maintenant, évidemment, le plus difficile commence. Il va falloir convaincre les Russes et ça, ce sera le travail des Américains. Les Ukrainiens ont demandé, ça ne vous a pas échappé, que les Européens participent à de futures discussions, mais
dans l'accord du jour, nulle mention n'est faite d'un retour de l'Ukraine à ses frontières de 2014 ou de 2022. Nulle mention n'est faite non plus des garanties de sécurité demandées par l'Ukraine, à savoir d'une entrée dans l'OTAN ou dans l'Union européenne. C'est donc un tout petit premier pas vers la paix qui a été effectué ce mardi à Jeddah. Merci beaucoup Thomas Misraki, c'est précieux de vous avoir là à Jeddah, en Arabie Saoudite, là où les choses se sont passées. Vous nous avez rejoint, Natacha Polony, Xavier Titelman, le général Paloméros. Bonsoir mon général. Bonsoir. Guillaume Roquette, il faut dire, Guillaume Roquette avait raison. Je dois dire, Guillaume Roquette, sur ce plateau, il y a quelques jours encore, disait, parmi les hypothèses, il est possible que Trump obtienne, y compris pour l'Ukraine, ce que beaucoup n'auraient pas obtenu. En tout cas, pour l'instant, c'est un premier pas. Oui, il était possible qu'il l'obtienne parce qu'il est en position de force. Parce qu'il a mis une pression terrible sur Volodymyr Zelensky, d'abord dans cette entrevue mémorable à la Maison-Blanche, ensuite en coupant successivement l'aide militaire, ou plutôt concomitamment l'aide militaire à l'Ukraine et la fourniture de renseignements qui permettait aux troupes ukrainiennes de voir ce qui se passait de l'autre côté du front. Et donc Zelensky, qui est un vrai homme d'État, donc il est pragmatique. Bien sûr, il y a un gentil et un méchant. Il n'empêche qu'il faut en sortir. Il y a un rapport de force. Et donc, il a tiré tous les enseignements de ce rapport de force. Il est probablement plus adulte, entre guillemets, que beaucoup d'Européens qui continuent à antagoniser une espèce de conflit moral entre le camp du bien et celui du mal. Est-ce que c'est la méthode Trump qui marche, c'est-à-dire effectivement l'affrontement, le vrai rapport de force? D'ailleurs, Zelensky, comme vous le dites, l'a bien joué lui aussi. En effet, comme le dit Guillaume Roquette, il y a une question de rapport de force. C'est-à-dire que Donald Trump, en fait, ne fait que mettre au jour les rapports de force. Mais ils existent, ils ont toujours existé. D'ailleurs, les négociations, elles ont commencé avant l'arrivée de Donald Trump du côté des Américains. Les tentatives pour commencer à se dire qu'à un moment donné, il faudrait discuter. Ce qui est absurde là-dedans, c'est en effet d'avoir vu partout en Europe, de la part de dirigeants, de décideurs, de politiques, de commentateurs, l'idée qu'il ne fallait surtout pas négocier. On voit bien, on le sait depuis déjà quelque temps, que de toute façon, dans l'état actuel des choses, pour l'instant, l'Ukraine ne peut pas récupérer ses territoires et qu'on assistait à une saignée. Donc, il faut prendre acte des rapports de force, c'est-à-dire se dire qu'il ne faut surtout pas que l'Ukraine perde, donc qu'elle perde davantage, que ça se finisse par une capitulation. Donc Donald Trump a opéré cela, l'enjeu va être la suite, c'est-à-dire en effet comment vont se négocier les garanties de sécurité, quelles seront-elles, parce que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est un casus belli pour Vladimir Poutine. Donc, il va y avoir des discussions pour savoir qui ira garantir cette sécurité. Fort probablement, les Européens y participeront, c'est-à-dire qu'ils n'auront été admis que pour venir donner de leur personne. Réaction à l'instant du président de la République. Emmanuel Macron réagit. Je me félicite des avancées permises par les discussions entre les États-Unis et l'Ukraine qui se sont tenues à Jeddah, en particulier sur l'idée du possible cessez-le-feu pour 30 jours. La balle est aujourd'hui clairement dans le camp de la Russie. Et il ajoute, et là on sent un peu pas de réserve, mais enfin d'exigence supplémentaire, il ajoute la France et ses partenaires restent engagés pour une paix solide et durable, parce qu'on comprend qu'il va falloir, au-delà du cessez-le-feu, qui soit adossé à des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. En général, on comprend bien là que cessez-le-feu c'est bien, mais ensuite il faut des garanties pour l'Ukraine. Oui, il faut des garanties pour l'Ukraine. Alors on prend évidemment avec intérêt et soulagement, quelque part, ce revirement américain. Bon, on commence à être habitué depuis la prise de présidence de Trump, que ça soit sur... J'espère que cette fois-ci, ça sera assez durable. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, enfin, comme on l'a évoqué sur ce plateau à maintes reprises, la preuve de la charge, comme je l'appelle, retombe sur l'agresseur. Ça, c'est fondamental. Et ça dément aussi, quelque part, ces complots, les théories complotistes. Je pense que Trump, il veut une paix. Il a perçu... évidemment, les Ukrainiens, c'était la proie la plus facile. Donc, parce qu'ils sont totalement dépendants. Donc, il a mis l'accent là-dessus. M. Zelensky a été puni. Ça y est, sa punition est terminée. Il a de nouveau droit à l'aide américaine. C'est très bien, mais il y a quand même deux questions que ça pose. Primo, est-ce que M. Trump est prêt à faire voter la poursuite de cette aide américaine? Parce que la guerre n'est pas finie. Secondo, où va-t-on?
où va-t-on ensuite si M. Poutine... Et ça va être très intéressant de voir l'attitude de Donald Trump face à une Russie qui ne veut pas être bénévolente. Qu'est-ce qui s'est passé? Mesurons vraiment la révolution qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, on est dans un moment où Trump arrive et dit, voilà, j'ai réussi, en tout cas sous réserve de l'acceptation des Russes, cessez-le-feu 30 jours, reprise de l'aide américaine, accord sur les minerais dès que possible. Rappelez-vous, pendant des mois, on disait négocier, c'est Munich. Le pacifisme, c'est du défaitisme. Et là, tout à coup, on dit, je vous entends, beaucoup d'entre vous, en tout cas, vous félicitez de ce qui est un cessez-le-feu. Mais, alors, ça fait très longtemps que le rapport de force ne permettant à aucun des protagonistes d'obtenir ce qu'ils souhaitent, la Russie n'a toujours pas obtenu le moindre oblast. Il leur faut encore plus de 2 ans à leur vitesse actuelle pour prendre simplement le Donbass. L'Ukraine ne peut pas récupérer ses territoires. La Russie n'a pas réussi à reprendre Koursk. Personne ne peut gagner. Et on a eu 400 000 pertes russes et quasiment 120 000 pertes ukrainiennes cette année. Le rapport de force fait que continuer à gaspiller des vies, des par centaines chaque jour pour prendre des demi-poulaillers et de demi-villages, c'est totalement une perte d'énergie, de vie humaine et d'argent. Donc effectivement, si on avait pu faire un cessez-le-feu il y a 6 mois plutôt qu'aujourd'hui, ça aurait été mieux. Mais celui qui décide de cesser le feu, c'est quand même la Russie. Tant que la Russie ne décide pas d'arrêter d'attaquer, l'Ukraine, elle n'a pas d'autre possibilité que de se défendre. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui prouve qu'on arrête de tirer ce soir. On verra bien, est-ce que la Russie acceptera d'appliquer ces cessez-le-feu? Moi, je suis persuadé que non, puisque la Russie, n'ayant obtenu rien de ce qu'elle souhaitait, notamment la libération de Kursk, je ne pense pas qu'elle s'arrête. Il faut se souvenir ce qui s'est passé après les accords de Minsk. Les accords de Minsk, cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est violé le lendemain par la Russie, avec l'attaque du bataillon Haïdar par les néo-nazis russes de Rouzitch. Comment vous vivez, vous comprenez le moment qu'on est en train de vivre? On va en reparler, il ne faut pas négliger ce que fait l'Europe. Bravo, l'Europe est en train d'organiser sa défense. Mais normalement, ce soir, on devait parler du sursaut européen pour réorganiser sa défense. Au lieu de cela, le monde entier commente le coup de Trump. La négociation ne se passe ni à Paris, ni à Londres, ni à Bruxelles, mais à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et les Européens sont spectateurs de ce qui se passe. Emmanuel Macron organise des réunions et Donald Trump organise le cessez-le-feu. On voit où ça se passe. Alors, c'est normal, je veux dire, il y a un rapport de puissance, encore une fois, mais je pense que l'Europe s'est un peu illusionnée. Et peut-être que le chef de l'État français aussi. Moi, j'ai en mémoire sa déclaration très solennelle de mercredi dernier, dans laquelle il disait « on ne va pas accepter un cessez-le-feu qui ne serait pas suffisamment favorable pour l'Ukraine. Je crains que ce soit ce qui est en train de se passer. » 2, Emmanuel Macron disait « nous allons continuer à aider l'Ukraine. » Et c'était vrai. Mais je pense que Volodymyr Zelensky s'est dit « Ok, est-ce que l'aide militaire européenne est suffisante pour que nous continuions la guerre et que nous n'acceptions pas un cessez-le-feu dans des conditions trop fragiles ?» Et de toute évidence, la réponse à cette question a été non. Et puis la dernière chose qui me surprend, c'est le contraste incroyable entre le supposé isolationnisme des États-Unis, qui sont supposés se retirer du jeu mondial, ne plus vouloir être l'allié privilégié de l'Europe, et en même temps, qui est à la manœuvre ce soir? C'est M. Rubio, le secrétaire d'État, et ce sont les Américains. Là, vous qui êtes souverainiste, vous dites toujours je suis un pur souverainiste français. Comment vous lisez sous ce prisme-là ce qui est en train là de se passer sous nos yeux? Mais de la même manière que les Ukrainiens sont souverainistes, je vous avais dit au mois d'août, quand j'en revenais, au mois d'août, avant l'élection de Trump, ils se préparaient à la disparition de l'aide américaine. C'est pour ça que les Ukrainiens produisent 50% de leur armement aujourd'hui, 25% pour l'Europe, 20% pour les États-Unis. La question du souverainisme aujourd'hui, c'est d'être capable d'assumer une éventuelle violation de la Russie de ce cessez-le-feu sans que les États-Unis agissent en conséquence. Trump, dans sa campagne, il avait dit « Si jamais j'impose un cessez-le-feu, celui qui ne le respectera pas, il verra bien les conséquences. En gros, il soutiendrait l'autre partie. » Est-ce que c'est équilibré, au fond, quand on voit que les Ukrainiens ont obtenu des choses? Il ne faut pas du tout sous-estimer la capacité de négociation ukrainienne. Le fait qu'ils obtiennent la reprise immédiate de l'aide militaire et du renseignement, bravo à eux. On ne peut pas dire que là, ils se soient couchés devant Trump. Enfin, évidemment, c'est Trump qui tient le manche principal. Ils ne se sont pas couchés, mais ils ont eu conscience des rapports de force. Et en effet, quand on prépare... Un politique, c'est quelqu'un qui est capable de prévoir l'imprévisible. C'est-à-dire non pas de savoir ce qui va se passer, mais de faire en sorte de ne pas être démuni quand l'imprévisible va arriver. L'Europe, là, est en train de payer 30 ans de désarmement, 30 ans à se dire qu'il n'y avait aucun problème à être uniquement sous parapluie américain. Et depuis quelques mois, on voit des pays européens, dont la France, en effet, expliquer à grand renfort de trémolo dans la voix qu'on va soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, etc.
On sait très bien qu'on n'en a pas les moyens. On va les construire maintenant. Comment réagissent les combattants français? Ce sont vos amis, vous les aidez beaucoup, les volontaires. Il faut toujours rappeler, ce sont des volontaires français en Ukraine. L'un d'entre eux est avec nous. Alors, j'ai toujours peur de vous trahir parce que vous avez, comme vous êtes à visage couvert, il y a le prénom officiel et puis votre prénom. Alors, dites vous-même votre prénom, comme ça je ne trahis pas le bon prénom. Comment je vous prénomme? Bonsoir Darius, merci. C'est Pierre. Pierre, voilà, Pierre. Alors Pierre, merci beaucoup d'être là. Vous faites partie de ces combattants français. Vous êtes beaucoup en collaboration avec Xavier Titelman. Comment simplement vous réagissez à la nouvelle de la soirée, ce cessez-le-feu, si tant est que les Russes l'acceptent? Écoutez, ça fait un moment qu'on en parle. On sait que ça fait un moment que les négociations ont lieu. En réalité, au-delà des dernières actualités, on sait que ça discute depuis un moment de manière non officielle. Donc, ce cessez-le-feu, voilà, la perspective est là depuis longtemps. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait y avoir derrière? Ceux qui combattent, ils savent très bien qu'en fait, un cessez-le-feu, ce ne sera jamais la paix réelle. Et que ce qu'il faut obtenir, c'est une vraie paix avec des vraies garanties de sécurité qui permettent de s'assurer que le combat qui est mené par les Ukrainiens depuis 3 ans, ce soit pas une pause avant une nouvelle guerre d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Et donc, un cessez-le-feu, c'est toujours un premier pas vers quelque chose d'autre. Et donc j'ai envie de dire qu'on attend de voir ici sur le terrain vers quoi ça peut mener. Mais maintenant, pour l'instant, c'est juste une proposition. Quelle est votre pensée à l'égard de vos camarades qui sont morts? Vous avez parmi vos amis, vos camarades de combat ukrainiens ou français, des morts, des blessés à cette heure? Mais écoutez, tout ce que je peux dire, c'est qu'on sait pourquoi on se bat et on sait pourquoi tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont perdu des membres. J'ai plusieurs amis à qui il manque des pieds, des jambes. On sait pourquoi ils se battent, ils se sont battus. On comprend très bien que, voilà, vu de France, vu de l'extérieur, ça peut être compliqué de comprendre quand on regarde une carte de l'Ukraine, une carte du front depuis 1 an et demi, quand on dézoome, qu'on ne regarde pas un peu au niveau micro, mais au niveau macro, il n'y a pas forcément grand-chose qui bouge. On peut se demander à quoi ça sert, à quoi ça peut bien servir tout ça. Ces combats dont on a l'impression que ça mène à rien. Il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, l'Ukraine était sous la menace d'être complètement occupée et de disparaître en tant qu'État indépendant. Et le peuple ukrainien, dans son existence, était menacé. Et donc, ça, tout le monde en a bien conscience ici. Les combattants le savent très bien. Ils savent très bien que si on ne continue pas à tenir le front, les chars russes vont continuer à avancer et à détruire de nouvelles villes comme toutes celles qui ont été détruites jusque-là par les Russes. Pierre, merci beaucoup. C'est très important d'avoir vos témoignages ce soir. Là, les Russes vont-ils continuer? En réalité, est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'ils avancent forcément? Non, ça fait un bout de temps qu'ils n'arrivent plus à avancer. Il faut rappeler quand même l'année 2024, en oubliant même Koursk, ils ont conquis à peu près 4000 km², ce qui représente 1/3 d'un département français. Donc la vague russe qui permettrait... Et ils reculent et ils avancent de moins en moins. Leurs bombes planantes sont brouillées. Quand on regarde depuis le mois de novembre, chaque mois, ils progressent de plus en plus lentement, à tel point qu'il y a certaines zones, 3 zones en particulier, dans lesquelles les Russes sont en train de reculer. Chassivyar, Toretsk et la région de Pokrovsk depuis quasiment la mi-janvier. Donc globalement... Aujourd'hui, le rapport de force, il est tellement égal, tellement plat, il se passe quasiment plus rien, qu'il n'y a pas de perspective dans laquelle ils pouvaient continuer à avancer. Donc même si aujourd'hui le combat continuait, j'imagine pas une situation dans laquelle les Russes pourraient vraiment prendre l'avantage.